Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait le dernier cours d'exercice de révision ensemble. Donc, je passe à travers les exercices avec vous. On commence avec un premier numéro. Là, les premiers numéros, en fait, j'ai déjà écrit les solutions parce que j'ai eu des petits problèmes. J'ai dû reprendre l'enregistrement. Puis, ça buguait un peu, là, en tout cas, quand j'écrivais. Fait que j'ai préféré laisser l'écriture telle quelle. Je vais quand même vous décrire ça comme il faut. Donc, on a un bloc ici qui va descendre le long d'un plan incliné et il va atteindre un ressort puis aller le comprimer. Donc, on nous dit aussi qu'il n'y a pas de frottement, puis le bloc est immobile au point A au début. Donc, on demande pour commencer, c'est quoi l'énergie mécanique du bloc lorsqu'il se trouve au point A. Donc, l'énergie mécanique, on sait que c'est constitué de la somme des différentes formes d'énergie. Donc, l'énergie cinétique pour commencer, énergie ensuite potentielle gravitationnelle et énergie potentielle élastique. Là, j'ai barré l'énergie potentielle élastique puisque il n'y a pas de contact avec le ressort au point A, donc il n'y aura pas d'énergie potentielle élastique à ce moment-là. On n'aura pas non plus d'énergie cinétique au point A parce que on dit que le bloc est immobile au début, donc aucune vitesse. Fait que l'énergie mécanique au point A, c'est toute l'énergie potentielle qui est due à la hauteur au début. Donc, on va faire la masse fois 9,8 fois la hauteur Y au point A. Mais la hauteur n'est pas donnée de façon directe. Donc là, on va se diriger ici vers le petit schéma du triangle que j'ai fait. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est que l'hypoténuse, là, la pente, mesure 8 mètres, puis elle est inclinée à 15 degrés au-dessus de l'horizontale. Fait que vous voyez que ça forme un triangle rectangle, puis là, on veut trouver la hauteur, le segment ici de hauteur qui est opposé à l'angle de 15 degrés. On cherche l'opposé, puis on connaît l'hypoténuse. Donc, on va chercher l'équation de trigonométrie qui utilise opposé et hypoténuse, et c'est le sinus. Le sinus, donc, de 15 degrés va être égal à l'opposé, qui est le segment à la hauteur Y, sur l'hypoténuse de 8. Donc, c'est aussi simple que ça, calculer la hauteur. On va simplement multiplier l'hypoténuse fois le sin de 15. Alors, on obtient une hauteur de 2,07 mètres. Donc là, on va pouvoir calculer notre énergie mécanique au point A. On a la masse de 10 kg, on multiplie par 9,8 et par 2,07 mètres, la hauteur qu'on vient de calculer. Puis là, on obtient qu'on a une énergie mécanique de 203 joules au point de départ. Fait qu'on demande après ça en B de trouver la vitesse du bloc alors qu'il passe au point B. Mais on sait que, vu qu'il n'y a pas de frottement, puis il n'y a pas personne qui intervient là, pour modifier le mouvement du bloc, il glisse librement là, sur la surface du plan incliné, ça veut dire qu'on va avoir conservation d'énergie entre le point A et le point B. Donc, l'énergie mécanique du point B devrait être égale à l'énergie mécanique du point A qu'on vient de calculer. Fait que j'ai remis ici mon 203 joules pour l'énergie mécanique du point A. Pour l'énergie mécanique du point B, j'ai énuméré encore les différentes formes d'énergie qu'on pourrait avoir. Là, on a l'énergie cinétique qui ne sera pas nulle parce qu'on cherche la vitesse puis est contenue là-dedans. L'énergie potentielle gravitationnelle au point B va être rendue de 0 parce que là, le bloc va être rendu à la hauteur de 0. Donc, il n'y en aura plus d'énergie potentielle gravitationnelle à ce moment-là. Puis, il n'y a pas encore de contact avec le ressort, donc on n'a pas encore d'énergie potentielle élastique. Fait que toute l'énergie de 203 joules, elle est sous forme d'énergie cinétique. Donc, on peut écrire ici 1/2 fois la masse de 10 kg fois le module de la vitesse au point B au carré, ça va être égal à 203 joules. Alors, on isole ici, on trouve que la grandeur de la vitesse au point B, c'est 6,37 mètres par seconde. On a une dernière question maintenant. On dit de quelle longueur le ressort va se comprimer. Je vais retourner au schéma pour vous montrer. Là. Fait que le bloc, il va être parti du point A, va avoir accéléré jusqu'au point B, puis là, après ça, il n'y a pas de frottement, fait qu'il va garder sa vitesse constante, puis là, il va aller s'écraser contre le ressort. Là. Donc, ça veut dire que au moment où il atteint le ressort, là, juste si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le mouvement, il va avoir encore cette vitesse-là de 6,37 mètres par seconde. Mais là, en comprimant le ressort, bien, sa vitesse va ralentir. Donc, il va arriver à un moment donné à la compression maximale. Le ressort, à un moment donné, il y a une limite à combien il va pouvoir se comprimer. Il va être rendu tout écrasé comme ça. Puis là, à ce moment-là, la vitesse va atteindre 0. Donc, c'est que c'est ici le point C. C'est quand on a la compression maximale du ressort et que la vitesse est 0. Là, le ressort, en fait, le mouvement ne s'arrêtera pas là, probablement. Bien, en fait, oui, c'est certain, s'il n'y a pas de frottement, le bloc ensuite va repartir dans la direction contraire. Mais au moment où il change de direction, la vitesse, elle a atteint la valeur 0. Puis après ça, ça change de signe. OK? Donc,
Si on reprend le calcul, on a encore une fois conservation d'énergie. Là, on a l'énergie qui est conservée sur toute la trajectoire du bloc. Qu'on parle du point A, B ou C, c'est tout le temps le 203 joules qu'on avait au début. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique du point C, c'est 203 joules, donc c'est égal à l'énergie mécanique qu'on avait au début au point A, mais on aurait pu écrire aussi égal à l'énergie mécanique du point B. Les formes d'énergie qu'on a, bien, l'énergie cinétique, comme j'ai dit, à la compression maximale du ressort, le bloc atteint tout juste la valeur de la vitesse de zéro. Il vient de ralentir jusqu'au point d'atteindre la vitesse de zéro, donc on n'a pas d'énergie cinétique. On n'aura pas non plus d'énergie potentielle gravitationnelle parce qu'on est toujours à la hauteur du sol, là, ce qui est le point, disons, le plus bas là, dans l'exercice, qui est la hauteur zéro. Mais on a maintenant une énergie sous forme d'énergie potentielle élastique. Donc, on a une équation pour le calcul de l'énergie potentielle élastique, c'est la suivante, une demi fois la constante de rappel du ressort fois la compression ou l'allongement au carré. Et ça, faites attention, ça doit être une valeur en mètres quand on la met dedans. Mais là, nous, on va l'isoler, fait qu'on va trouver des mètres. Remarquez que je veux faire si attention de ne pas vous tromper. Hein. On a une autre formule pour les ressorts qui est K fois delta X, mais ça, c'est pour une force. Là, on travaille dans une équation avec des joules. C'est des énergies qu'on doit avoir. Fait que des joules doivent être égales à des joules. Fait qu'on prend vraiment l'équation là pour l'énergie d'un ressort. Donc, au point C, on va avoir une énergie de 1/2 fois la constante de rappel du ressort et les données sur le schéma, c'est 1500 Newton par mètre, fois la compression maximale au point C, là, au carré. Puis ça va être égal à mon 203 joules. Donc, quand j'isole, ici, j'obtiens que ma compression maximale, c'est la compression du ressort au point C, c'est 0,52 mètres. Comme j'ai dit, on trouve une valeur en mètres. On pourrait aussi l'écrire en centimètres, on obtiendrait 52 centimètres. C'est un ressort qui est pas mal long. OK, maintenant, on passe à l'exercice suivant, le numéro 2. Maintenant, on parle d'optique géométrique. Donc, on a un objet de 3 cm de hauteur. Donc, le 3 cm, c'est la hauteur de l'objet. Je l'ai noté ici, HO. Puis, on dit que cet objet-là, il est placé à 12 cm d'une lentille. Donc, ça, c'est la distance de l'objet à la lentille, DO. La lentille est de type divergente. Donc là, j'ai tout de suite encerclé le mot divergente parce que les instruments divergents, il faut leur mettre une distance focale négative. Puis là, ce qu'on nous donne, c'est la distance, là, la valeur absolue de la distance focale, 8 cm. Fait que là, on a noté ici, OK, la distance focale, c'est vraiment moins 8 dans les calculs. Moins 8 cm. Donc là, on demande de déterminer les caractéristiques de l'image. Je veux juste ici vous dire que c'est sûr qu'on a vu de comment faire des tracés de rayons, mais si on vous demande les caractéristiques d'une image, puis qu'on ne vous précise pas de faire de tracé de rayon, c'est qu'on veut que vous fassiez un calcul pour obtenir des caractéristiques précises. Entre autres, ici, on a la hauteur de l'objet, fait qu'on va pouvoir déterminer avec précision la hauteur de l'image. Puis ça, c'est moins précis là, quand on le fait sur un schéma. Fait que si on ne vous donne pas d'indication, vous présumez que vous devez faire le calcul. Mais on va quand même faire un schéma après, nous, là, juste pour réviser. Mais ce n'était pas exigé ici. Fait que si on fait le calcul, on commence par l'équation des lentilles. 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Là, j'ai mis dedans les valeurs DO qu'on connaît, puis la distance focale. Fait qu'en isolant, 1 sur DI, ça va être 1 sur moins 8, moins 1 sur 12. On fait le calcul. Là, on obtient que la distance image, c'est moins 4,8 cm. Le signe de ça, ça nous dit si l'image est de nature réelle ou virtuelle. Donc là, on voit que le moins nous indique que c'est une image de type virtuel. C'est pas étonnant parce que les instruments divergents, on a vu qu'ils font toujours le même type d'image et ce sont des images virtuelles. Maintenant, on va continuer le calcul pour aller chercher la taille de l'image. Donc ça aussi, on va pouvoir savoir après ça si elle est à l'endroit ou à l'envers. Mais on s'attend quand même là, à trouver une image à l'endroit parce qu'on a vu ensemble que les images virtuelles sont tout le temps à l'endroit et les images réelles tout le temps à l'envers. Fait que ça devrait, il faut qu'il y ait une logique là, dans vos réponses. Donc ici, on part avec l'expression du grandissement, mais on n'aura pas besoin d'isoler le grandissement. J'ai pris le produit croisé avec la taille de l'image dedans. Donc, on peut isoler la taille de l'image en divisant par la taille de l'objet qui est 3 cm. Puis ça va être égal à moins DI, donc moins 4,8, divisé par 12 la distance de l'objet. Fait que quand on calcule ça, on obtient que la taille de l'image est positive, donc ça donne 1,2 cm. Fait que positive nous indique que l'image est à l'endroit. Donc, ça concorde avec ce qu'on disait, là, une image virtuelle devrait être à l'endroit.
Mais aussi, on constate qu'elle est réduite parce que notre objet, il y avait une taille de 3 cm. Donc, elle est plus petite. Fait que si on résume tout ça, on a une image virtuelle à 4,8 cm de la lentille à l'endroit et de taille 1,2 cm. J'ai fait ici le tracé de rayon pour, disons, comme juste apporter un peu une révision puis aussi confirmer nos résultats. J'ai respecté les proportions. Fait que là, j'ai tracé mon axe principal, ma lentille divergente. Je vous rappelle que le symbole pour ça, c'est comme une flèche double, mais aux extrémités, les pointes de flèche sont inversées. Puis, chose importante, lorsqu'on place nos deux foyers, bien, dans le cas d'une lentille divergente, il faut que le foyer objet soit du côté opposé à l'objet parce que c'est les instruments convergents, la lentille convergente, que le foyer objet est avec l'objet. Donc là, c'est l'autre barre. Fait qu'on a le foyer image du côté gauche. Puis j'ai placé quand même mon objet pour respecter un petit peu l'énoncé parce que qui est à 12 cm de la lentille alors que la distance focale est de 8. Fait que je me suis juste assurée de le mettre plus loin que la distance focale. Fait qu'on a tracé notre premier rayon. Ici, vous voyez le rayon horizontal. Celui-là devrait utiliser le foyer image. Donc, on place notre règle par rapport au foyer image, mais on ne peut pas passer par le foyer image. Ça serait une réflexion. Donc, à la place, le rayon va poursuivre son chemin, il va réfracter, passer à travers la lentille, mais on s'est orienté par rapport au foyer image. Le deuxième rayon va faire le contraire, mais en utilisant aussi le foyer objet. Donc, on utilise le foyer objet pour orienter le rayon incident, mais il ne va pas se rendre au foyer objet parce qu'arrivé à la lentille, il va réfracter de façon horizontale. Et le troisième rayon, on a un rayon qui va passer tout droit par le centre de la lentille. Donc, vous voyez que les trois rayons ici sont réfractés et ils ne se rencontrent pas. Donc, ils sont divergents. Fait que si on veut localiser l'image, on peut prolonger. Donc, on prolonge les trois rayons, puis on arrive ici. Donc, ça va être le point qui représente le sommet de l'image. Fait que là, on constate qu'effectivement, elle est à l'endroit. Elle est virtuelle parce que nos vrais rayons, ils ne se sont pas rencontrés nulle part. Puis, elle est plus petite que l'objet. Donc, ça concorde, là, ça appuie nos calculs, nos résultats calculés. Maintenant, au numéro 3, on a deux forces qui sont données. On a leur grandeur de F1 40 Newton, F2 25 Newton. Puis, on a des angles aussi qui sont donnés dans le schéma pour les orientations. Mais, bon, on va chercher pour commencer la grandeur et l'orientation de la force résultante qui représente les deux forces. Mais pour faire ça, vous savez, on va avoir besoin de calculer les composantes parce que la force résultante, on va aller chercher d'abord ses composantes X et Y. Mais pour trouver ces composantes-là, on a besoin d'aller chercher l'orientation conventionnelle de la force. Si on veut utiliser nos équations qu'on connaît pour calculer les composantes en X et en Y. Donc, pour la force 1, l'orientation ici, c'est par rapport à l'axe des X, sens antihoraire. Donc, on voit que pour la trouver, l'orientation de la force 1, j'ai dû faire 90 moins 38 degrés. Fait que ça me donne 52 degrés, ce que vous voyez ici dans les calculs. Donc, pour calculer la composante X de la force 1, on fait la grandeur de 40 newtons, cos de l'orientation de 52. On obtient 24,62 newtons. Puis, pour la composante Y, c'est un calcul similaire, mais là, on utilise un sinus. Donc là, j'obtiens 31,52. Là, je vais mettre des couleurs différentes parce que je vois des fois du monde qui mélange, là, comme parce qu'on va additionner les X ensemble, mais des fois, je vois du monde qui mélange, qui font F1X plus F1Y. Fait que je vais mettre en vert ici les composantes en X. Ici, je vais avoir la deuxième composante en X. Ça va être la grandeur de la force qui est 25 fois cos de son orientation. Pour la deuxième force ici, donc je suis allée chercher son orientation qui, on voit que c'est un tour complet moins le 75 degrés qui est là. Donc 360 moins 75, c'est ça qui me fait le 285 degrés que j'ai ici. Donc là, j'ai bien identifié quelles sont mes composantes X là, en les encadrant de vert. Celle-là, la deuxième, me donne 6,47. Puis là, je vais aller trouver la composante Y qui va être 25 sin de 285. Puis là, j'obtiens une composante négative de moins 24,15 newtons. Donc, les composantes Y, je les mets arc-en-ciel. Donc là, pour les X, on veut les additionner ensemble. Donc, on va prendre 24,62 plus 6,47. Fait qu'on obtient que la composante de la force résultante en X, c'est 31,09 newtons. Puis là, pour la composante Y de la résultante, j'additionne les deux composantes Y ensemble. Il y en a une qui est négative. Fait que ça va me faire 31,52 plus
le moins 24,15, donc ça soustrait le 24,15, puis j'obtiens 7,37 newtons en Y. Maintenant, pour trouver la grandeur de la force résultante, on sait que ces composantes-là sont perpendiculaires, donc on peut aller chercher l'hypoténuse en faisant la relation de Pythagore. Donc, la grandeur de la force résultante, ça va être simplement la racine carrée du carré de la somme des deux composantes. Fait que ça me donne 31,9 newtons. C'est une partie de ma réponse, mais j'ai aussi besoin de donner l'orientation de cette force-là. Puis pour l'orientation, on a une formule qui dit qu'on peut faire tangente de l'angle égale la composante Y sur la composante en X. C'est ce que j'ai écrit ici. Fait que ça me donne, en faisant arc tangente de ma fraction ici, un angle de 13,13 degrés. Je dois juste aller m'assurer que c'est bien le bon angle parce que ce qu'on doit donner comme réponse, c'est une orientation qui est conventionnelle. Mais là, mes deux composantes de ma résultante là, sont positives. Donc ça, c'est le premier cadran. Ma résultante est dans le premier cadran, donc c'est pas un problème. L'angle que j'ai trouvé, il est conventionnel parce qu'il va être à ce moment-là mesuré par rapport à l'axe des X. Donc là, je vais écrire ma réponse. La force résultante, ça va être égal. Là, je mets la flèche parce que je vais mettre grandeur et orientation. Ça va être 31,1 newton à 13,3 degrés. Donc voilà pour le A. Maintenant, en B, on dit quelle serait l'accélération d'un objet de 5 kg qui subirait ces deux forces. On cherche l'accélération. Le lien entre l'accélération et les forces, c'est via la deuxième loi Newton. C'est la force totale égale la masse fois l'accélération. Mais là, j'ai déjà une force qui représente l'effet de mes deux forces en même temps. C'est la force résultante que je viens de trouver. Fait que j'ai pas besoin de retourner à chacune des deux forces au début, là. C'est pour ça que j'ai pas laissé un gros espace ici. Parce que tout ce que je vais avoir à faire, c'est que je vais calculer la grandeur de l'accélération, ou son module. Je vais juste aller ici avec ma force résultante de 31,1 newton. Ça va être égal à ma masse de 5 kg fois la grandeur de l'accélération. Donc là, je trouve la grandeur de l'accélération. J'obtiens 6,22 mètres par seconde carré. Puis l'orientation, bien, ça va être la même. Lorsqu'on a une force qui pousse un objet dans une direction, bien, l'accélération va être produite dans la même direction. Puis on le voit aussi au niveau vectoriel, au niveau mathématique, là, dans une équation, lorsque deux vecteurs sont simplement reliés par un produit avec une valeur qui n'a pas d'orientation, bien, ils ont la même orientation entre eux, là. F total a la même orientation que l'accélération. Fait que là, je vais donner ma réponse. Le vecteur d'accélération, c'est 6,22 mètres par seconde carré à 13,3 degrés. OK, à la question 4, maintenant, on a un graphique de la position en fonction du temps qui est fourni. Je veux juste m'assurer que vous compreniez bien le mouvement ici, là. On a un mouvement qui est... bon, c'est dur de faire des paraboles là, sur les logiciels qu'on utilise, mais on va considérer que c'est une portion de parabole. Puis vous voyez qu'à partir du moment 15 secondes, là, c'est plat, là. OK? Donc, on a un plateau ici. Puis après ça, on a une pente, puis un autre plateau. Ça, c'est plus clair. Mais c'est juste, je voulais attirer votre attention sur le fait que la fonction change là, à 15 secondes. Bon, on demande pour commencer en A, entre 0 et 15 secondes, la vitesse de l'objet. Est-ce qu'elle augmente, diminue ou demeure constante? Donc, entre 0 et 15 secondes, c'est vraiment la première portion où est-ce qu'on a une parabole. Mais là, on ne peut pas lire la vitesse sur le graphique. Ce qu'on lit, c'est la position. Je vous rappelle donc que dans un graphique position en fonction du temps, si on veut imaginer ou comprendre ce que c'est que la vitesse, c'est représenté par la pente. Donc ici, la pente qu'on a au début, elle est très grande et positive. Puis après ça, elle devient moins grande. OK? Donc ça reflète la vitesse. Ça va être une valeur positive qui devient de moins en moins grande. Donc, le fait que c'est positif, ça ne change rien sur est-ce que ça va plus en plus vite ou moins en moins vite. Ça veut juste dire que ça va vers la droite, sur un axe des X. Mais le fait que la grandeur de la pente diminue, ça veut dire que la grandeur de la vitesse diminue. Donc là, on est en mesure de répondre ici que la vitesse de l'objet diminue pendant les 15 premières secondes. Ensuite, on demande en B, quelle est la vitesse de l'objet à 30 secondes. Donc, à 30 secondes, on se trouve en plein dans la section où est-ce qu'on a une pente vers le bas, là, une pente négative.
Puis, on veut trouver la vitesse. Donc, on a dit, bien, la vitesse, c'est la pente du graphique. On pourrait aussi dire que on pourrait calculer la vitesse comme étant delta x sur delta t. Ça revient au même que faire la pente ici. Voyez-vous que notre axe de position x, c'est la valeur sur les y, fait que variation sur les y. Puis notre axe du temps, c'est la variation sur les x. Donc, ça revient à faire la pente. Là, pour faire la pente, ça nous prend une paire de points. On a besoin de 2 points. On n'est pas obligé de prendre tel quel le point qui est à 30 secondes. Ce qui est important, c'est d'utiliser 2 points qui sont dans cet intervalle-là où la pente est la même. Puis, idéalement, des points qui arrivent juste, qui se lisent très bien avec précision. Fait que je vais écrire en vert ici, là, je vais faire exprès pour ne pas prendre le point à 30 secondes. Mais on aurait pu le prendre, là, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, mon point final, ça va être à 45 secondes, puis mon point initial, ça va être à 25 secondes. Donc, mon calcul ici, ça va être ma vitesse finale, non, ma position finale qui est moins 5. Ensuite, moins ma position initiale qui est 15, divisé par mon temps final, 45, moins mon temps initial, 25. Donc, j'utilise les coordonnées des points que j'ai choisis. Ça me fait moins 20 sur 20. Alors, on a une pente de moins 1. Puis les unités sont quoi? Bien, ce qu'on calcule, c'est une vitesse. Puis on peut aussi dire, bien, c'est la valeur en Y des mètres sur la valeur en X des secondes. Donc, des mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse à ce moment-là. Mais c'est la même vitesse qu'on a là, en tout temps entre 25 secondes et 45 secondes. Après ça, on demande c'est quoi l'accélération de l'objet à 30 secondes. Donc, au même point là. Bien, on vient un peu de répondre à cette question-là parce qu'on a dit que la vitesse de moins 1 mètre par seconde, elle est la même partout pendant l'intervalle de 25 à 45 secondes. Si la vitesse est constante, je vais l'écrire ici, si la vitesse est constante, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. C'est un MRU. Le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme pendant cet intervalle-là. On avait vu ensemble que les graphiques de la position en fonction du temps sont des droites pour des mouvements rectilignes uniformes et sont paraboliques pour des mouvements rectilignes uniformément accélérés. Fait que juste pour clarifier ici, on aurait eu un MRUA pour de 0 à 15 secondes. Mais on a un MRU pour la partie ici qu'on est en train d'examiner de 25 à 45 secondes. Donc, l'accélération est 0. Ensuite, on demande en D quel est le déplacement de l'objet pendant les 40 premières secondes. Donc, les 40 premières secondes, c'est comme si on s'intéresse seulement au mouvement jusqu'ici. Alors, on veut trouver le déplacement. Le déplacement, c'est donné par... Bien, ça dépend quel graphique on regarde. On avait vu que pour un graphique de vitesse en fonction du temps, on fait l'air. Mais là, c'est pas ça qu'on a ici. C'est un graphique de la position en fonction du temps. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on a un graphique de la position en fonction du temps? Le déplacement, ça va simplement être la position finale moins la position initiale. Ça ne dépend pas de ce qui s'est passé entre les deux positions. Fait que là, finalement, la position finale, ben c'est 0. Puis on soustrait la position initiale qui est 0. Fait qu'on a un déplacement nul entre 0 et 40 secondes. Mais après ça, en E, on demande la distance parcourue pour le même intervalle. Là, c'est différent. Là, il faut tenir compte de la trajectoire en valeur absolue. Chaque mètre qui a été fait, il faut le cumuler. Un peu comme votre voiture fait là, sur l'indicateur des kilomètres. Donc là, ça veut dire, OK, la distance, bien, je vais faire, premièrement, la position a changé, a varié de 15 mètres. Donc, j'ai 15 mètres pour commencer. Ça, c'était de 0 à 15 secondes. Ensuite, bien là, il ne s'est rien passé. La position n'a pas changé entre 15 et 25 secondes. Puis après ça, on va aller voir de 25 à 40 secondes. Bien, la position a encore changé de 15 mètres. Techniquement, elle a descendu de 15 mètres, mais quand on fait le calcul de la distance, on ne tient pas compte de la direction puis du signe. Donc, on va juste ajouter un autre 15 mètres en valeur absolue, dans le fond. Comme, même s'il y avait un moins au déplacement, je n'en tiens pas compte. Donc, ça, c'est pour l'intervalle de 25 à 40 secondes. Donc, on a une distance totale parcourue de 30 mètres. Donc, la distance, là, devrait toujours être une valeur positive. On additionne des valeurs positives ensemble. Au numéro 5, maintenant, on a Jean-Guy qui pousse un traîneau
avec 100 newtons sous l'horizontale, une force sous l'horizontale comme ceci, donc ça suit un peu la poignée du traîneau, puis 45 degrés comme ça en dessous de l'horizontale, si on prend un axe des X. Donc là, on demande si, bon, on donne la masse des enfants, puis on dit qu'on a une force de frottement cinétique sur le traîneau, donc une force de frottement comme ça qui va en sens contraire du mouvement, puis c'est 50 newtons. Fait que là, on veut savoir c'est quoi la force normale que le sol fait sur le traîneau. Je vais refaire mon diagramme un petit peu mieux que ça, parce que ça va être la première étape de la résolution de ce problème-là. Dans mon plan cartésien, donc, je vais aller placer la force faite par Jean-Guy. Je vais juste écrire F pour cette force-là. Donc ça, c'est à 45 degrés comme ça, sous l'horizontale. Là, bien sûr, je vais avoir une force gravitationnelle. Ça va représenter quoi, cette force gravitationnelle-là? Je suis en train d'analyser les forces sur le chariot, le traîneau, mais il y a une petite fille dedans. Fait que ça va être, dans le fond, la force gravitationnelle qui va englober, être due à la masse des deux, là, le traîneau et la petite fille. Donc ça va être ma force gravitationnelle pour Ginette plus traîneau. Puis là, je vais avoir une force normale que le sol fait pour que le traîneau ne s'enfonce pas. Donc, une force normale comme ceci. Et on a mentionné aussi qu'on avait une force de frottement cinétique, comme ceci. Ça va être orienté en sens contraire du mouvement. Fait que si je cherche la force normale, bien, je cherche une force qui est en Y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais appliquer la deuxième loi de Newton selon l'axe des Y. Je vais faire une analyse en Y. Fait que la deuxième loi de Newton nous dit que la force totale est égale à la masse fois la composante d'accélération dans cette direction-là. L'accélération selon l'axe des Y, il n'y en aura pas, parce que le traîneau va rester à la même hauteur. Il ne va pas se mettre à flotter ou passer à travers le sol. Donc, ça, c'est 0. Ça veut dire que la somme des composantes de force verticale va être égale à 0. Donc là, je vais y aller avec toutes les forces. Ici, je vais aller faire la force normale en Y, plus la force gravitationnelle en Y, plus la force faite par Jean-Guy en Y, plus la force de frottement en Y. Tout ça doit donner 0. Là, remarquez tout de suite, la force de frottement n'est pas du tout en Y, elle est seulement en X. Donc, elle ne sera pas présente dans l'équation. Alors, si je reprends l'équation, j'ai la force normale, bien, je cherche la grandeur, je vais juste écrire le symbole ici. Puis, on peut y aller ici avec les orientations de chacune des forces, ou encore, pour la force normale, on pourrait dire directement que ça va être positif. Parce qu'on voit que toute la force normale est orientée selon l'axe des Y positifs. Après ça, je vais additionner la force gravitationnelle en Y, mais ça va être négatif. Je vais faire une petite parenthèse ici pour aller calculer cette force gravitationnelle-là. Okay, sa grandeur, bien, ça va être pour Ginette et le traîneau. Donc, la masse des deux ensemble, Ginette, c'est 20, puis le traîneau, c'est 10 kg. La masse de Jean-Guy est donnée, là, mais elle ne sera pas utile pour l'instant parce qu'on fait l'analyse des forces sur le traîneau. Donc, on fait la masse fois 9,8. 30 fois 9,8, ça me fait 294 newtons. Donc, mon 294 newtons, en fait, il est complètement négatif parce que la force gravitationnelle est directement vers les Y négatifs. Puis là, il me reste la force faite par Jean-Guy en Y. Je connais sa grandeur, c'est 100, mais là, je dois multiplier par le sinus de son orientation. Son orientation, bien, ça va partir de l'axe des X et tourner en sens anti-horaire jusqu'au vecteur. Donc, ça va être 180 degrés plus 45. Ça fait 225 degrés. Donc là, ça complète le tout. Fait que je vais avoir ici je vais pouvoir calculer la grandeur de la force normale. Je vais juste quand même écrire ici qu'on aurait pu faire Fn sin de 90, son orientation, plus 294 sin d'une orientation de 270 degrés, plus le 100 sin de 225, égale à 0. OK, c'est équivalent. Donc, je m'en vais ici. Fait que j'ai force normale, moins 294. J'ai ensuite moins 70,7 égale à 0. Donc, la grandeur ou l'intensité de la force normale, ça va être 294 plus 70,7. Et j'obtiens 364,7 newtons.
Remarquez que souvent, on a fait des cas où est-ce que quand on était sur le plat, la force gravitationnelle était égale à la normale, en grandeur. Ici, c'est pas le cas. La raison, c'est que la force que fait le sol, la force normale, c'est une résistance pour que l'objet passe pas à travers. Puis là, on a une force qui vient ajouter de la pression là, en dessous du traîneau. C'est la force que fait Jean-Guy. Il y a une composante Y à cette force-là qui vient alourdir un peu le traîneau. Bien, c'est pas qu'il est plus lourd, mais il va appuyer plus fort sur le sol. Donc, le sol va devoir résister plus fort que simplement la force gravitationnelle. Donc, c'est normal ici d'avoir trouvé quelque chose qui est différent. Ensuite, on demande quelle est l'accélération du traîneau. Donc, l'accélération du traîneau, ça va être en X qu'on va faire l'analyse parce que l'accélération va être horizontale. Donc, on va faire force totale en X égale masse fois l'accélération en X. Puis, on cherche l'accélération. Donc, finalement, ça ressemble à ce qu'on vient de faire, mais là, il ne faudra pas oublier que la force de frottement en X est présente. Tout ça va donner la masse qui accélère. Donc, la masse de Ginette plus le traîneau fois la composante X de l'accélération. La composante X de la force gravitationnelle et de la force de la normale sont zéro parce que ces forces-là sont seulement orientées directement sur Y. Fait qu'il va me rester juste deux valeurs, là. La force faite par Jean-Guy en X, ça va être 100 fois le cos de 225 degrés, la même orientation que tantôt. Puis là, après ça, je vais aller faire plus la grandeur de la force de frottement fois... Là, je connais aussi son orientation. Ma force de frottement, c'est le cos de 0 degré. Donc, à droite. Puis ça va être égal à la masse totale Ginette plus le traîneau, donc 20 plus 10, fois la composante d'accélération que je cherche. Ah, j'ai pas écrit, mais la force de frottement est donnée. C'est 50 newtons. Fait que je vais mettre ici 50. Donc, on fait notre calcul. 100 fois le cos de 225, ça fait moins 70,7 plus, ensuite on a 50 égale la masse de 30 fois AX. On obtient ici moins 20,7 égale 30 AX. Donc, on obtient la composante X d'accélération et ça donne une valeur négative. On obtient moins 0,69 mètres par seconde carré. Là, attention, ce qu'on nous demande, c'est l'accélération, donc c'est le vecteur d'accélération. Fait qu'on pourrait l'énoncer comme suit. La grandeur de l'accélération, ça va être 0,69 mètres par seconde carré. Ça, c'est toujours positif, la grandeur, mais ce qui indique le moins, là, c'est que c'est dans la direction 180 degrés, ou encore, on pourrait dire, vers la gauche. Ça, c'est pour l'accélération. Et on demande aussi, en C, la force que le traîneau fait sur Jean-Guy. Ça, on va se référer à la troisième loi de Newton, parce que là, on regarde la force sur quelque chose d'autre. La troisième loi de Newton nous indique que lorsqu'il y a une interaction entre deux objets, il va se créer une force égale, mais de grandeur égale, mais de sens opposé sur chacun des objets. Fait que là, on avait la force faite par Jean-Guy ici. Bien, ça veut dire que la réaction à cette force-là, c'est que le traîneau ici va résister sur Jean-Guy en sens contraire. Fait que je vais mettre F avec une étoile ici pour indiquer que c'est la réaction. Donc là, vous voyez que, bon, la grandeur, c'est pas un calcul, c'est la même grandeur que Jean-Guy fait en poussant sur la poignée du traîneau, mais l'orientation, elle, va être différente. Ce sera plus 225 degrés, mais vraiment, ça va être directement 45 degrés. Donc voilà, ici, la force sera de 100 newtons à 45 degrés. On poursuit avec la question 6. Ici, on donne un graphique de la vitesse en fonction du temps pour un mouvement d'un objet qui se déplace horizontalement. Donc, on demande pour commencer quelle est la vitesse de l'objet à 3 secondes. À 3 secondes, donc ici, on peut aller lire directement la vitesse sur un graphique de la vitesse en fonction du temps. Fait qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est simplement 5 mètres par seconde. Après ça, on demande l'accélération de l'objet à 7 secondes. Donc ici, quelle est l'accélération? Bien, c'est sûr qu'on a un croisement ici avec la valeur 0, là, mais ça, c'est la vitesse à ce moment-là. Mais c'est pas parce que la vitesse est 0
que l'accélération est nulle parce que ici, on peut voir que la vitesse est en train de changer. Donc, il y a une accélération effective là, pendant toute cette portion-là du mouvement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer l'accélération à partir de la pente ou encore, on peut dire, on va appliquer l'équation delta V sur delta T. Je dois choisir une paire de points qui croisent bien les axes. Fait que prenons ici au début puis à la fin de l'intervalle. Donc, je vais pouvoir dire, alors, je vais faire ma vitesse finale. Ma vitesse finale, je vais prendre ma règle. Ici, c'est une valeur à moins 2,5. Moins 2,5 mètres par seconde. Après ça, moins la vitesse initiale, ben c'est 5 mètres par seconde. Puis, je vais diviser par le temps final, qui est 8,5 secondes, moins le temps initial, qui est de 4 secondes. Fait que j'obtiens ici au numérateur moins 7,5, puis je vais diviser ça par 4,5. Fait que j'obtiens moins 1,67 mètres par seconde carré. Ça, c'est mon accélération. Le négatif, on le voit que c'est bien une pente vers le bas, donc ça a du bon sens. Ensuite, on demande maintenant de calculer le déplacement de l'objet entre 0 et 8,5 secondes, donc pour la totalité du mouvement. Là, on a un graphique. On ne peut pas procéder de la même façon que tantôt. Tantôt, on avait un graphique de la position en fonction du temps, fait qu'on était allé lire la position initiale, la position finale, puis on a fait la différence entre les deux pour trouver le déplacement. Mais dans le cas d'un graphique de la vitesse en fonction du temps, on ne peut pas lire directement la position, mais on peut aller chercher le déplacement à partir de l'aire entre la fonction et l'axe du temps. Donc là, on va aller bien identifier les sections à travailler. Pour commencer, on va travailler le rectangle ici. On va aller chercher l'aire d'une phase qu'on va appeler une phase numéro 1. Après ça, l'aire d'un triangle ici, qu'on va appeler la phase numéro 2. Puis là, où ça se complique un petit peu, c'est juste qu'il faut se rappeler que c'est l'aire entre la fonction et l'axe du temps. Donc là, on va aller chercher l'aire du triangle qui est en dessous de l'axe ici pour la phase numéro 3. Ça va être une aire ou un déplacement négatif parce qu'on va être avec un triangle dont la hauteur est dans les négatifs. OK? Fait qu'ici, on va faire donc aire du rectangle 1 plus l'aire du triangle 2 plus l'aire du triangle 3. Donc, le rectangle 1, il y a une hauteur de 5 mètres par seconde, puis ça dure 4 secondes. Donc, 5 mètres par seconde fois 4 secondes. Ça fait 20 mètres. Ensuite, j'ajoute l'aire du triangle 2. Il y a la même hauteur, 5 mètres par seconde. Mais là, je vais multiplier par sa base. Puis là, il faut que j'aille chercher la base vraiment là, sur l'intervalle que je travaille. Fait que combien de temps il s'écoule entre 4 et 7 secondes? C'est 3 secondes. Donc, on multiplie par 3 secondes et on divise par 2. 7,5 mètres. Et j'ajoute l'aire de la dernière section. Donc là, on a une hauteur ici. Je vais ressortir ma règle. De moins 2,5 mètres. Donc ça, c'est la hauteur du triangle. Donc, vous voyez, c'est négatif, comme je disais. C'est pas des mètres, excusez, c'est des mètres par seconde. Là, je vais multiplier ça par la dimension ici en secondes de la base du triangle. Fait que c'est de 7 à 8,5 secondes. Donc, ça dure 1,5 secondes. Puis, c'est un triangle, fait que je divise en 2. Fait que ça me fait ici un déplacement négatif, moins 1,875 mètres. Donc, mon déplacement, c'est le total de tout ça. Ça me donne 25,6 mètres. OK, fait que ça, c'est pour ce numéro-là, c'est terminé. Maintenant, on va à un numéro sur l'optique, la question 7. On a de la lumière qui se propageait dans l'air, qui change de direction en traversant une substance transparente d'indice inconnu. Donc, on demande premièrement comment on nomme ce phénomène-là. Lorsque la lumière est déviée en changeant de milieu transparent, on appelle ça la réfraction. On demande de calculer l'indice de réfraction de la substance inconnue. Donc, on va appliquer la loi de la réfraction. N1 sin de θ1 égale N2 sin de θ2. Mais,
Les angles qui sont donnés ici, il faut absolument remarquer que ce n'est pas les bonnes valeurs. Parce qu'on doit utiliser les angles dans cette équation-là, les angles par rapport à la normale. Ma normale, je la mets en rouge ici, là. C'est le segment pointillé qui va arriver à la même place sur la surface que le rayon incident, mais qui va être perpendiculaire à la surface. Donc, on va aller chercher l'angle θ1 en faisant 90 degrés moins 57. Ça fait 33 degrés. Puis, l'angle θ2, on va faire 90 moins 74, ça nous donne 16 degrés. Ce sont donc ces deux angles-là qu'on doit utiliser dans le calcul. Donc ici, je vais faire l'indice numéro 1, c'est 1 fois le sinus de l'angle θ1 de 33 degrés égale l'indice numéro 2, en fait, je ne sais pas c'est quoi, je le cherche, fois le sinus de 16 degrés. Donc là, je peux isoler N2. N2 va être finalement égal au sin de 33 divisé par le sin de 16, ce qui donne 1,98. Il n'y a pas d'unité. Ça, c'est un indice de réfraction, ça n'a pas d'unité. Maintenant, on demande quel est l'angle critique de cette substance inconnue. Donc là, on oublie la situation qui était illustrée en haut parce que l'angle critique, c'est une situation différente. Ici, on va avoir... je vais mettre dans la même direction, là. Fait qu'on va avoir ici l'air, puis la substance 1,98. Je vais me faire une normale. Donc, il faut savoir déjà que l'angle critique, ça se produit seulement quand on passe d'une substance d'indice plus élevé à plus faible. Fait qu'il faut que notre rayon y arrive de notre indice 1,98, puis se dirige dans l'air. Donc, ça en vient comme ça. Puis là, on veut aller chercher l'angle critique. L'angle critique, ça va être par rapport à la normale. Puis, ça va se produire lorsque le rayon il arrive tout juste à sortir dans l'indice le plus faible. Je vais le mettre en rouge, celui-là, là, pour qu'on le voit mieux. Donc, mon rayon réfracté ici va être à un angle de θ2 de 90 degrés. θ1, c'est θ critique. On y va avec le calcul. Fait qu'on a un premier indice de 1,98. On va faire sinus de l'angle critique qui est recherché. Ça va être égal à l'indice de 1 fois le sin de 90 degrés, l'angle maximal auquel le rayon peut sortir et réfracter. Alors, j'ai un angle critique ici de 30,3 degrés. On a une dernière question enfin. On demande plusieurs petites définitions un peu là. On demande, pour commencer, en A, comment appelle-t-on la tendance pour un objet à continuer son mouvement avec la même vitesse qu'auparavant? Ça, c'est dû au phénomène, c'est dû à ce qu'on appelle l'inertie de l'objet. C'est l'inertie, c'est ce qui fait qu'un objet a tendance à continuer son mouvement en ligne droite à vitesse constante. On a vu ça dans la première loi de Newton. La première loi de Newton nous dicte ça, là, que le mouvement naturel des objets, la tendance naturelle des objets, c'est de continuer à un mouvement rectiligne uniforme, à moins qu'il y ait des forces qui agissent sur l'objet. Maintenant, en B, on dit dans l'équation des miroirs et des lentilles que signifie une valeur négative pour la variable DI. DI, c'est la distance de l'image. Alors, quand c'est négatif, on sait que l'image est de nature virtuelle. Après, on demande dans l'équation des miroirs et des lentilles que signifie une valeur négative pour la variable HI. Alors ça voudrait dire que c'est une image inversée. En D, après, on dit, pour calculer la durée d'un mouvement d'un objet qu'on laisse tomber par terre, peut-on considérer que sa vitesse finale est nulle? Donc, un objet qu'on laisse tomber par terre, la vitesse finale du mouvement de la chute ne sera pas nulle. Okay? Donc, c'est non. C'est en fait une assez grande vitesse, là, ça va être la vitesse à laquelle l'objet frappe le sol. C'est plus tard, après ça, c'est un autre mouvement qui fait en sorte que l'objet va s'arrêter. Ça, ce serait un phénomène de collision. On n'a pas vu du tout dans le cadre du cours comment calculer la physique derrière le phénomène des collisions. C'est quelque chose qu'on fait plus tard là, si vous suivez le cours de mécanique. Un objet, ensuite, on dit, peut-il se déplacer vers la droite tout en subissant une force résultante vers la gauche? Bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait simplement que la vitesse va diminuer. OK? Donc, la force s'oppose à la vitesse, ça veut dire que ça va ralentir. Et finalement, comment appelle-t-on la force orientée vers le centre qui s'exerce sur un objet en mouvement circulaire? On n'a pas vu ça. J'ai oublié de l'enlever, cette question-là. Ce ne sera pas à faire, hein, parce qu'on n'a pas vu le mouvement circulaire. Encore une fois, c'est si vous faites le cours de mécanique en sciences de la nature, vous allez aborder ce phénomène-là. Donc, ça conclut pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une bonne étude. On a fait un bon survol d'à peu près tous les types de numéros ou de questions qui peuvent se retrouver dans l'examen final. Fait que je vous rappelle que les cours 25 à celui-ci, là, 29 inclusivement, sont des cours de révision pour l'examen final. 25, c'est le cours de révision sur l'optique, puis il va y avoir un petit peu plus d'optique dans l'examen final que les autres sections en termes de proportion parce qu'on n'a pas encore évalué l'optique. Mais donc, c'est ça. Ça veut dire cours 25 à 29. Mais bien sûr, si vous voulez aussi revoir les révisions qu'on a faites au courant de la session, il y avait le cours 10 et le cours 17, si je me rappelle bien. Ça peut être utile aussi, malgré qu'il y a un petit peu de répétition là-dedans par rapport à ce qu'on vient de refaire. Puis, c'est ça. Donc, on se revoit à l'examen. Bonne étude. Merci. Au revoir.